Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec Hugo de Inner French, Salut. Ici à Varsovie. On va parler en français, je sais que dans ma chaîne, normalement, on parle anglais. Bon, il ne faut pas s'inquiéter, on aura des sous-titres, c'est l'occasion parfaite pour pratiquer un peu de français. Alors, c'est parti. Hugo, tu as une chaîne, on va parler de trois choses en fait. Je suis très intéressé savoir tout d'abord comment ça est né, cette idée d'Inner French. Après, on va parler de aspect culturel d'apprendre une langue parce qu'on est à Varsovie, ici en Pologne. Et après, je vais poser quelques questions à Hugo sur l'apprentissage des langues parce que Hugo c'est un prof de français et il a de l'expérience en général sur l'apprentissage des langues. C'est parti Hugo, alors comment ça... Très bon programme. Alors comment c'est parti l'idée de Inner French? Alors en fait, moi je suis devenu prof de français un peu par hasard. J'ai l'impression que c'est assez souvent le cas avec les profs de langue. J'ai déménagé à Varsovie, en Pologne, il y a 7 ans maintenant, parce que à cette époque, mon meilleur ami était polonais, donc d'origine polonaise, mais il avait grandi en France, on s'est rencontrés pendant nos études et on avait le projet de créer une entreprise en Pologne. Ce projet n'a pas du tout marché, c'est tombé à l'eau, comme on dit. Mais j'ai bien aimé Varsovie et j'avais envie d'essayer de rester un peu plus longtemps. Donc, comme un bon Français, je suis allé à l'Institut français. Et au départ, moi, je pensais pouvoir les aider avec leur marketing ou leur communication, parce que c'est ce que j'ai étudié à l'université. Mais ils avaient besoin de personne, en fait, en marketing. Par contre, ils recherchaient un prof natif pour les cours de conversation avancés. Donc on m'a proposé de faire un essai et j'ai donné mon premier cours de conversation et en fait j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial, notamment parce que les Polonais, contrairement aux Français, apprennent des langues pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils aiment ça, ils aiment apprendre les langues, ils aiment la culture française. Donc voilà, pour moi c'était une expérience super valorisante en fait, de pouvoir faire un peu la promotion du français, de la culture française, de l'histoire de France, etc. Donc voilà, ça c'est un peu comment je suis devenu prof. Et au bout de 3 ans, moi j'apprenais le polonais aussi à cette époque, je suis tombé sur un podcast génial qui s'appelle Real Polish, je ne sais pas si tu le connais. Je connais très bien. Avec Piotr, qu'on salue s'il regarde cette vidéo. Cześć, Piotr. Cześć, Piotr. Et donc en fait, je cherchais un podcast similaire pour mes élèves de niveau intermédiaire, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose en français que je puisse leur recommander. Donc je me suis dit, je vais créer ce podcast moi-même. Et en fait, c'est comme ça qu'a commencé Inner French. À l'époque, ça s'appelait Kotong. Donc c'était un jeu de mots avec mon nom de famille, Coton et Tong. Voilà. Et voilà, donc j'ai créé ce podcast. 1 an plus tard, j'ai créé mon premier cours, ensuite la chaîne YouTube. Et voilà, donc aujourd'hui, on a un podcast, une chaîne YouTube et 2 cours, un cours intermédiaire et un cours avancé pour les personnes qui apprennent le français. Et je dis on parce qu'on est une équipe de 3 personnes. Donc maintenant, il y a aussi Ingrid et Anna qui font partie de l'équipe. Donc voilà un peu l'histoire d'Inner French. Génial. Vous pouvez trouver les informations dans la description box, la case on dit la case... Dans la description. Dans la description, c'est facile, dans la description. Alors, on est ici à Varsovie et je voulais te poser justement des questions sur les aspects culturels disons, d'habiter à l'étranger. Est-ce que tu as eu des chocs culturels au moment, parce que ça fait 7 ans que tu es là. Ouais, ça fait 7 ans. Est-ce que tu as eu des difficultés à déménager? Est-ce que tu as eu des chocs culturels en général? Et raconte-nous un peu les expériences que tu as eues ici en Pologne, positives et négatives. Alors en fait, pour moi, le plus choquant, c'était l'absence de choc culturel, dans le sens où, en fait, pendant mes études, j'ai vécu 1 an à Londres aussi, et j'ai l'impression d'avoir eu plus de chocs culturels à Londres qu'ensuite à Varsovie. Et à mon avis, c'était parce qu'à l'époque, j'étais seulement avec des Français, donc on avait une maison, on vivait en colocation avec des Français, il n'y avait pas d'Anglais, il n'y avait pas de Britanniques parmi nous. Donc c'était plus difficile en fait de tout arranger, les formalités au début, le compte bancaire, le loyer, etc. Donc on galérait un peu. Par contre en Pologne, comme j'avais mon meilleur ami polonais, lui il s'est occupé de beaucoup de choses, donc c'était assez facile. Mais après, au niveau culturel, j'ai l'impression que quand on est en Europe, en tout cas, finalement il y a assez peu de différences où c'est sur des détails. Par exemple, pour les Français, l'heure des repas c'est très important.
On mange à heure fixe, je pense que c'est un peu le cas pour les Italiens aussi. Oui. Donc on a le petit déjeuner, 7h30, 8h, le déjeuner où on fait une vraie pause et le dîner. Alors que les Polonais, c'est un peu plus au fil de l'eau, on pourrait dire. Ouais. Ils mangent quand ils ont faim, donc ils ont plus de repas. Mais c'est des petits repas où ils vont manger un sandwich par exemple. Donc on plaisantait avec ça qu'il y a le petit déjeuner, le deuxième petit déjeuner, le troisième petit déjeuner. C'est vrai, c'est vrai. Et après vers 18h le dîner. Et pour un Français, dîner à 18h c'est très bizarre par exemple. Nous on dîne voilà, 19h ou 20h. Donc il y a des petites différences comme ça sur l'organisation. Mais finalement j'ai l'impression que quand on est en Europe, c'est assez facile de s'adapter à la vie locale. Si on est un peu ouvert d'esprit, évidemment. Et après, je pense qu'il y a plus de différences entre les groupes sociaux, entre guillemets, qu'entre les pays. Donc par exemple, toi, tu es italien, mais comme on fait un peu la même chose, qu'on a cette expérience sur Internet, etc., finalement, on se comprend très facilement. Ouais. Bon, tu parles très bien français aussi, donc c'est plus facile, mais tu vois, j'ai peut-être plus de points communs avec toi qu'avec certains Français qui font des choses totalement différentes. Et c'est plus facile pour nous de se comprendre que... Ouais, Tu vois. excellent, c'est vrai. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le déjeuner, le petit déjeuner. Ouais. Pour moi, c'est très important d'avoir des horaires fixes, mais j'ai vu que non, c'est pas le cas ici. C'est un peu différent. Ça dépend des gens, bien sûr. Mais, alors, ok, bah, donc t'as pas eu trop de choc culturel, t'as pas eu trop de difficultés à t'adapter, par exemple avec l'électricité, avec des trucs administratifs. Les formalités, non, formalités ça administratives. c'était assez simple. Ok. Il y a peut-être quelque chose, mais ça c'est plus avec ma copine, et je sais pas si c'est juste la dynamique de couple ou si c'est quelque chose de culturel, mais parfois on a des conversations, et quand mon point de vue est différent du sien, elle a tendance à prendre ça un peu comme une attaque, en fait. Alors que nous, les Français, c'est vrai qu'on adore débattre et discuter avec quelqu'un et ne pas être d'accord. Pour nous, c'est presque un plaisir, en fait. Donc, quand on a des dîners, ce qui est bien, c'est voilà, de débattre, d'échanger des idées, d'essayer de convaincre l'autre personne. Alors qu'avec ma copine, et en général avec les Polonais que j'ai rencontrés, j'ai l'impression que c'est plutôt un échange d'expériences. Donc, chacun raconte un peu ce qu'il a fait. Mais c'est moins voilà, ce débat d'idées, et c'est vrai que parfois ça agace ma copine en fait, que j'ai envie de tout questionner, de débattre systématiquement, c'est un truc qui l'énerve. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi. J'ai remarqué ça en France, je me rappelle que dans la famille de mon ex-copine, on débattait tout le temps, on débattait de tout, pendant des heures. Je me rappelle le brunch le dimanche, à 11h, après on parlait, on bavardait de tout, on discutait, c'était... pour moi c'était pas agaçant, mais c'est normal que quand tu as un débat, parfois il y a ton point de vue est différent, et parfois les gens s'agacent. Donc, mais en France non, je me rappelle, on discutait un peu de tout. Mais parfois on s'agaçait un peu, mais c'était pas grave. Mais oui, t'as raison. Les Italiens sont pas comme ça ? Ça dépend des gens. Ça dépend du niveau culturel, ça dépend de beaucoup de trucs. Mais en général, nous on adore manger, on adore passer du temps autour de la table. Et je pense qu'en France c'est la même chose. Aussi. Donc, surtout ça. Et tu disais que tu débattais avec ta copine, dans quelle langue en fait ? C'est quoi la dynamique Ouais, donc en fait le problème c'est que j'ai rencontré ma copine assez tôt, donc ça faisait seulement 6 mois que j'étais en Pologne, donc mon niveau de polonais était vraiment très 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 basique, ce qui fait qu'on a commencé avec l'anglais, et aujourd'hui, 7 ans plus tard, on parle toujours anglais ensemble. Pour plusieurs raisons, parce que maintenant j'ai un niveau de polonais qui me permet de comprendre plus ou moins tout ce qu'on me dit, mais j'ai encore un peu de mal notamment dans ce genre de débat par exemple, je serais clairement désavantagé à cause de mon niveau de polonais. C'est vrai que l'anglais ça nous met un peu sur un pied d'égalité, on va dire. Donc on n'a pas changé, on a essayé un peu de changer cette dynamique, mais voilà, par exemple après une journée de travail, on est déjà fatigué, bon c'est des excuses que je me trouve, mais on est fatigué, et tu vois la dernière chose que j'ai envie c'est de faire encore des efforts pour voilà, parler polonais, alors que l'anglais, bon bah maintenant pour moi c'est un peu comme parler français, ça ne demande pas d'efforts particuliers. Mais en général, comme tu es en Pologne et tu habites ici depuis 7 ans, tu auras sûrement des possibilités de parler. Qu'est-ce que tu fais par exemple quand tu vas, je sais pas, au Carrefour pour acheter des trucs au supermarché? Est-ce que tu parles polonais? Est-ce que tu parles anglais? Il y a des moments où tu parles anglais parce que tu te sens pas trop confiant. Comment ça marche en fait? Donc pour tout ce qui est les activités quotidiennes, c'est systématiquement le polonais, parce que voilà, là avec ces interactions-là, j'ai pas mal d'expérience, j'ai vu à peu près tous les scénarios.
Tous les mots que je connaissais pas, on me les a déjà dit, donc j'ai eu le temps de les chercher, donc pour ça, j'ai pas de problème. Mais c'est plutôt, ou quand je suis avec la famille de ma copine, par exemple, on parle polonais aussi. Mais si on est avec des amis polonais et je sais qu'ils parlent bien anglais, souvent en fait je vais demander de passer en anglais parce que sinon comme je suis quelqu'un d'assez timide en fait à la base, pour moi c'est une excuse parfaite, la barrière de la langue, pour ne rien dire de la soirée. Et donc en fait je préfère demander aux gens de passer en anglais et que ça me permette de participer à la conversation et de faire des blagues, etc. Plutôt que si on reste en polonais, où là, je vais moins participer et ça va être un peu plus handicapant pour moi. Mais après quelques verres de vin, en général, je repasse en polonais. Donc, est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations agaçantes dans le sens dans lequel tu te sentais bloqué? Tu te sentais bloqué parce que Moi, je pense que c'est pas seulement les situations. Parfois, il y a aussi des gens avec qui je sais pas, t'as pas envie de parler la langue parce que t'as l'impression, tu te sens pas bien autour d'eux. Je sais pas si tu as eu cette impression. En Pologne, non, parce que je trouve que les Polonais globalement ils sont toujours très contents quand un étranger apprend le polonais. C'est pas comme les Français où si un étranger parle parfaitement français, voilà, pour nous on considère ça comme normal. Ici, dès qu'un étranger sait dire quelques mots en polonais, c'est tout de suite un exploit et les gens nous encouragent et voilà, ils sont vraiment très très sympas. Donc non, j'ai pas eu. Je pense que c'est vraiment parce que je reçois parfois des emails de certains de mes élèves qui ont du mal en fait avec les Français et qui disent que les Français sont pas patients, sont pas sympas avec eux, qu'ils les corrigent tout le temps, etc. Mais en fait, souvent, j'ai l'impression que le problème vient plus de nous-mêmes que de notre attitude en fait, que de celle de nos interlocuteurs. Donc je sais que moi, la plupart des blocages que j'ai par rapport au polonais, c'est par rapport à moi en fait, c'est pas par rapport aux personnes ou à mon environnement. J'allais dire exactement ça. Parfois, on a l'impression que c'est les gens, c'est les circonstances, mais en réalité, beaucoup de gens sont bloqués parce que c'est un sabotage. C'est un auto-sabotage qu'on se fait parce qu'on a des idées où tout le monde va me regarder, tout le monde va regarder ce que je dis, tout le monde... C'est pas nécessairement comme ça. Ok, très bien. Donc, on a parlé tu habites depuis 7 ans ici en Pologne, on a parlé des chocs culturels, des expériences. Je voulais aussi remarquer que moi j'adore la Pologne, c'est pas la publicité pour la Pologne pour venir en Pologne, mais je vous assure qu'ici c'est vraiment génial. On a eu le temps de parler de tout ça, mais comme Hugo justement il disait, aussi les Polonais sont très gentils en général. Moi j'ai eu que des expériences positives. Après ça dépend, mais en général c'est un pays magnifique. Et on va parler de la langue polonaise. Donc, on va parler de la langue polonaise maintenant, c'est la deuxième partie de l'interview. Et pas seulement de la langue polonaise, mais en général de l'apprentissage des langues étrangères. Donc, on commence par le polonais, mais après, on va regarder plutôt plus en général. C'est quoi les difficultés que tu as eues pour le polonais? Psychologiques ou bien linguistiques, disons? Les difficultés linguistiques... Je dirais que le polonais fait partie d'un groupe de langues, donc les langues slaves, complètement différents des langues latines. Donc comparé à l'espagnol par exemple, pour un français c'est beaucoup plus difficile d'apprendre le polonais pour des choses très basiques, mais le vocabulaire, 90% des mots qu'on voit au départ, on peut vraiment pas deviner le sens qu'ils ont. Donc contrairement à l'anglais, l'anglais on est aussi beaucoup plus exposé à la langue, donc c'est plus facile, mais il y a vraiment des mots... On voit des Z partout et voilà, des CZ à la suite. On n'a aucune idée de comment lire ça, comment le prononcer. Et vraiment, on ne peut pas deviner le sens. Donc ça prend un certain temps d'avoir un vocabulaire qui permette déjà de commencer à comprendre des phrases très très basiques en fait. Ne serait-ce que le mot pour dire salut, donc c'est cześć. C'est pas si facile. Déjà, quand on le voit écrit et le prononcer, etc., c'est pas comme hi en anglais ou même salut en français. C'est plus simple. Donc, il y avait déjà cette partie vocabulaire qui était assez compliquée. Et après, la grammaire aussi, parce que la grammaire polonaise, donc ça fonctionne avec des cas, des déclinaisons.
Alors que nous, en français, dans les langues latines, on a des articles, et ben en polonais, ils ont des déclinaisons. Donc ça, pour moi, c'était un système complètement nouveau. J'ai jamais appris l'allemand à l'école non plus, donc voilà, ça, j'ai Le vraiment... latin, t'as appris? Et j'ai pas appris le latin non plus, donc voilà, j'avais aucune expérience avec les déclinaisons. Et le fait que les mots changent de terminaison en fonction de leur fonction dans la phrase, etc., ça, pour moi, c'était quelque chose d'assez compliqué, surtout que donc, j'ai pris des cours de polonais au départ, et les profs insistent beaucoup sur cet aspect. Donc au début, voilà, on doit apprendre les différents cas et on fait énormément d'erreurs en fait. Et même les Polonais font beaucoup d'erreurs sur ça, que j'arrive à remarquer maintenant de temps en temps, donc je suis assez fier. Mais je dirais que ouais, vraiment construire, avoir un vocabulaire suffisant pour pouvoir commencer à comprendre un peu les choses très basiques. Et ensuite, la grammaire avec cette histoire de déclinaison, pour moi, c'était les choses les plus difficiles. Je sais pas si c'était la même chose pour toi, mais... Pour moi, c'est la même chose, mais il faut dire que quand j'ai commencé à apprendre le polonais, j'avais déjà appris le russe. Donc ça m'a aidé énormément parce que je pense que si tu connais le système d'une langue slave, après tu peux l'appliquer à une autre langue slave. Mais au début, quand j'ai appris le russe, c'était difficile parce que j'avais fait du latin à l'école, donc ça a aidé. Mais en général, il faut dire que ça, c'est l'aspect le plus problématique, c'est justement le vocabulaire et aussi les déclinaisons. Et en parlant de grammaire, parce que tu étais en train de dire comment est-ce que tu as appris la grammaire finalement? Donc tu étais à l'école, et comment est-ce que tu conseilles d'apprendre la grammaire en général? La grammaire du français, la grammaire d'autres langues. Comment est-ce que tu as appris la stratégie commune des écoles? Ok, bon, on fait ce qu'on appelle en anglais grammar drills, donc tu fais des exercices de grammaire tout le temps, ou bien tu as fait la méthode naturelle, tu entends beaucoup, tu lis beaucoup, et après ça va aller. Donc en fait, quand j'ai commencé le polonais, j'avais une approche vraiment très scolaire. D'abord, j'avais un manuel où j'ai commencé à faire un peu des exercices moi-même. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec une prof, j'avais des cours particuliers. Et elle, justement, elle insistait beaucoup sur ces cas. Donc j'ai fait pas mal d'exercices, ce qui m'a aidé. Mais ensuite, en cours de route, donc après 2 ans, j'ai découvert ce podcast, Real Polish. Et là, j'ai un peu changé mon approche parce qu'à travers ce podcast, j'ai découvert la méthode d'acquisition naturelle, entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté les exercices de grammaire et je me suis seulement concentré sur l'input. Donc, écouter un maximum de podcasts, lire beaucoup de choses. Mais je pense que le fait d'avoir cette base théorique, ça m'a beaucoup aidé en fait. Je ne sais pas, si j'avais commencé directement et seulement par l'input, peut-être que mes progrès auraient été plus lents, ça m'aurait demandé plus de temps de réussir à comprendre le sens, etc. Là, je voyais la fin d'un mot et du coup, comme je connaissais la règle, j'arrivais à comprendre son rôle dans la phrase, etc. Donc je pense que c'est bien de mélanger les deux, mais moi, en tant que prof, je fais beaucoup la promotion de l'input, donc c'est pour ça que dans mon podcast, par exemple, il n'y a pas de grammaire, dans mes vidéos sur YouTube, j'essaye de faire le moins de grammaire possible. Pas parce que je pense que la grammaire est inutile, mais parce que, à mon avis, pendant trop longtemps, on s'est focalisé uniquement sur la grammaire. Et voilà, il y a des générations entières qui ont eu des cours de langue pendant des années et qui sont incapables de parler de langue parce qu'il n'y avait pas assez d'input. Donc moi, je prends l'autre extrême pour essayer de rééquilibrer un peu les choses. Donc voilà, je me concentre beaucoup plus sur créer du contenu intéressant et accessible pour que les gens aient tout simplement envie de passer un maximum de temps avec la langue. Excellent. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, même s'il faut dire que ça dépend aussi. Cette approche, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais j'aimerais bien dire que justement, il a remarqué le fait que en tant qu'adulte, si on connaît un peu de façon explicite la grammaire, ça aide aussi à comprendre. Parce que si tu commences par exemple à parler, à écouter et à lire des textes dans une langue qui est très très loin de la tienne, c'est compliqué de comprendre. Par exemple, moi je suis persuadé que si toi tu commençais à apprendre l'italien ici, aujourd'hui, en lisant des textes, des textes assez simples bien sûr, t'aurais pas trop bien sûr, t'aurais besoin un peu de grammaire, mais pas trop. Mais l'arabe, ça serait différent. Le japonais ou bien le coréen, ça serait différent. Donc ça dépend aussi de la distance entre les langues. Mais en général, je suis d'accord avec toi. Input, beaucoup d'exposition, on dit, j'espère. On dit comme ça, exposition, exposure, je sais pas, c'est un anglicisme. Et après, un peu de grammaire, c'est important, mais ça doit être peut-être 10%, 20%, et ça dépend du timing, c'est très important. En parlant de grammaire, en parlant d'approche de comment apprendre les langues en général,
Et toi, tu es prof de langue, donc c'est quoi les difficultés que les gens, les étrangers ont en général quand il s'agit d'apprendre le français en particulier? Donc moi j'ai surtout de l'expérience avec les étudiants polonais et anglophones. J'ai eu beaucoup d'élèves américains, britanniques, australiens, canadiens. Donc déjà, il faut remarquer ça, que c'est pas les mêmes difficultés en fonction de votre langue maternelle et que beaucoup des erreurs que les gens commettent sont liées à leur langue maternelle parce qu'ils ont tendance à traduire les choses littéralement dans leur tête. Et ça, c'est souvent source d'erreurs. Mais par exemple, les articles, c'est quelque chose de très compliqué en français. Pourtant, c'est une des premières choses qu'on apprend dès le niveau A1. Une des premières leçons, c'est voilà, les articles définis, indéfinis, le, la, les, un, une, des. Mais c'est quelque chose qu'on continue d'apprendre en fait tout le long parce que ça continue d'être une source d'erreur. Et ça, si on ne vit pas dans le pays ou si on n'est pas vraiment exposé pendant des années à la langue, vous pouvez apprendre toutes les règles de grammaire du monde pour maîtriser les articles. Il y aura toujours des petites erreurs. Et je sais que même pour l'anglais, où pourtant c'est un système plus simple avec les articles, souvent les natifs peuvent détecter que quelqu'un n'est pas natif. Par exemple, les Scandinaves qui parlent très très bien et qui ont un très bon accent, mais sur des petites erreurs d'articles, ils peuvent détecter que la personne n'est pas native. Tout à fait. Oui. Donc il y a ça, les articles et les pronoms évidemment, en, i, don, etc. Donc ça c'est vraiment un calvaire et c'est un peu la même chose que les articles en fait. C'est vraiment, il faut connaître les règles au départ pour commencer à les utiliser parce que s'il n'y a pas d'équivalent dans votre langue, vous n'allez pas les utiliser naturellement parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Donc c'est important au début de faire ça de manière un peu artificielle, donc d'apprendre les règles et de commencer à se forcer à les utiliser. Mais après, je pense que c'est vraiment avec l'input que vous allez acquérir une compétence un peu plus naturelle, je dirais, pour en fait entendre et développer votre oreille pour savoir quand il faut utiliser un pronom ou un autre. Tout à fait d'accord. Alors, tu m'as dit, tu as utilisé le mot calvaire, c'est intéressant. Est-ce que tu as rencontré des gens pour lesquels la prononciation française c'est un calvaire? Ouais, beaucoup. La plupart des gens, en fait. Mais en Pologne, j'ai rencontré... donc j'avais plusieurs élèves qui avaient étudié à la Romane. Donc c'est l'université à Varsovie où on étudie les langues romanes. Et eux, en particulier, ils avaient étudié le français. Et qui parlaient le français mieux que moi. Donc c'était vraiment très impressionnant, qu'il y avait une prononciation vraiment parfaite. Mais j'avais d'autres élèves qui parlaient très bien français au niveau grammatical, mais qui avaient toujours des petits problèmes de prononciation. Donc c'est vrai, on a parlé un peu entre nous du R. Donc le R français, c'est vraiment un des sons les plus particuliers. Il y a aussi forcément tous les sons nasaux qui sont aussi un peu complexes, mais ce R... Il est difficile à la fois pour les anglophones, mais aussi pour les Italiens, les Espagnols, etc. Donc le R, c'est un gros problème dans l'apprentissage du français. Si je le trouve, parce que j'avais regardé, en fait, j'avais cherché des vidéos qui enseignent comment prononcer le R français, parce que c'est une question très typique. J'en ai trouvé une en particulier, et si je la retrouve, je vais la mettre dans la description parce que c'était très utile. En général, je pense que pour prononcer des mots qui n'existent pas dans ton langue maternelle, il faut partir d'une base. Beaucoup de sons, en fait, tu peux le reproduire à partir d'une position de la langue ou d'une position de la bouche que tu connais déjà. Donc ça, c'était le principe de cette vidéo. Et si je la retrouve, je la mets dans la description. C'est pas très élégant, mais moi, souvent, ce que je disais à mes élèves, c'est que c'est un peu comme si vous alliez cracher ou vous racler la gorge. Donc c'est vraiment là. Et au début, c'est bien, ce que je faisais avec mes élèves, c'est que j'avais des listes de mots en R qu'on lisait, parce que c'est vraiment un exercice, en fait, comme à la salle de sport, où on répète. Quand vous voulez vraiment cibler cette chose-là, il faut avoir un maximum de pratique. Donc j'avais des listes entières de mots avec des R. Et au début, c'est bien de le forcer, quitte à ce qu'il soit un peu trop fort. Donc par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on a ici ? Une caméra, donc forcez-le, caméra, et après, petit à petit, vous allez l'adoucir, entre guillemets, pour que ça devienne plus naturel. D'avoir vraiment ce son plutôt que d'avoir caméra, de rouler le R,
au début se forcer, faire comme si vous aviez quelque chose dans la gorge, et puis petit à petit l'adoucir, et ça permet de mieux le prononcer. Mais souvent, j'ai l'impression que les gens qui ont du mal avec la prononciation, c'est parce que pendant trop longtemps, ils ont appris la langue à l'écrit, en fait. Donc ils lisaient les mots dans leur tête, ils les prononçaient eux-mêmes sans savoir exactement comment ça se prononçait. Et du coup, ils ont ancré ces prononciations dans leur esprit. Et après, c'est plus difficile à corriger. Et moi, par exemple, je pense qu'en polonais, j'ai une meilleure prononciation qu'en anglais, ce qui est assez bizarre, parce que très tôt dans l'apprentissage, je me suis mis à écouter beaucoup de polonais au lieu d'être concentré seulement sur la langue écrite. Et il y a beaucoup de mots, par exemple, je sais comment les prononcer, je sais pas forcément comment les écrire. Et au contraire, les gens qui ont du mal avec la prononciation, c'est parce qu'ils ont attendu trop longtemps avant d'être exposés à la langue orale. Tout à fait d'accord. Je pense que pour la prononciation, il y a des mythes sur la prononciation. C'est très difficile de prononcer une langue étrangère. Voilà. Moi, je pense que si tu commences bien, dès le début, après ça devient plus facile, tandis que si tu ignores le problème et tu te dis bon, j'apprends la langue et après je vais apprendre la prononciation comme si c'était quelque chose de séparé, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes parce que le cerveau humain, on est doué en ce qui concerne. Si tu apprends bien, mais je sais pas si ça existe un verbe comme en allemand, on est to unlearn en anglais. Désapprendre. Désapprendre. Je ne sais pas s'il y a en italien. Bon, de toute façon, le conseil le plus important, c'est que de commencer dès le début et de prêter l'oreille, parce que ça fait une différence énorme. Clairement. À propos d'oreille, on parle de musique, tu joues du piano. Moi, j'avais commencé j'ai commencé, après j'ai abandonné, mais toi tu le fais, donc je suis fier de toi. Ça devrait me pousser à faire. Ça fait seulement 2 ans, hein, donc c'est encore nouveau. Quand même. Est-ce que tu penses que jouer en général, non, pas seulement du piano, peut-être la gratte, la guitare, je sais pas, d'autres instruments, ça peut donner une conscience, ça peut aider dans l'apprentissage de langue parce que ça te permet de voir comment les sons marchent en général, comment on produit les sons, parce que finalement la langue, on a des organes qui sont des organes, je pense, des organes qui produisent la langue, c'est comme une musique qui sort de notre bouche. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, moi, à ce niveau-là, au niveau phonétique, j'ai pas remarqué, mais par contre, de manière plus pragmatique, c'est plutôt au niveau de l'apprentissage que ça m'aide, parce que j'ai commencé le piano donc de zéro, et ça permet vraiment de remettre un peu les choses dans leur contexte et de se rendre compte à quel point ça prend du temps d'apprendre quoi que ce soit, en fait. Que ce soit une langue, un instrument. Si on veut apprendre, il n'y a pas de secret, ça va demander beaucoup de temps et de pratique. Et le piano, voilà, j'essaye d'en faire tous les jours, 1 heure par jour. Parfois, je suis plus ou moins régulier, mais voilà, il n'y a pas de secret. Si on fait ça régulièrement, au bout d'un moment, on va commencer à acquérir cette compétence, en fait, et c'est vraiment magique. Parce qu'avec les langues, c'est vrai que les premières années, on progresse très vite, et puis après, tu en as déjà parlé beaucoup, mais c'est vrai que après le niveau B2, en fait, on atteint un plateau, et c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps de passer au niveau C1, C2, on se rend moins compte des progrès, les progrès sont moins évidents. Et moi, avec le piano, voilà, j'ai commencé de zéro, et passer du stade où je ne sais pas quelle note est en face de moi, je ne sais pas lire une partition, au stade où je suis maintenant, où je peux m'asseoir derrière un piano, je sais nommer chaque note et je sais jouer quelques morceaux, c'est quelque chose de magique en fait, c'est super motivant. Donc voilà, je comprends les polyglottes qui ont envie toujours de commencer de nouvelles langues pour un peu renouveler ce sentiment, cette expérience. Alors, tu as dit que les polyglottes, ils ont toujours envie d'apprendre d'autres langues, et pour toi, est-ce que tu as envie de apprendre de nouvelles langues dans ta vie, parce que maintenant tu parles anglais couramment, tu parles polonais, français bien sûr, et... je parle un petit peu espagnol aussi, mais ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas pratiqué, donc je le comprends bien, mais je le parle très mal. Mais c'est vrai qu'il y a une langue qui me fascine depuis des années, c'est le japonais. Principalement parce que j'adore la façon dont ça sonne, et aussi quand je vois quelque chose écrit en japonais, c'est très mystérieux, tous ces symboles. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Je sais que ça va être une langue vraiment difficile à apprendre, et ce ne sera pas possible si j'ai pas suffisamment de temps et si j'en fais pas ma priorité.
Donc quand le confinement a commencé, j'avais un peu plus de temps, mais j'ai décidé d'apprendre le piano parce que j'avais envie de sortir un peu des livres et de tout ce qui était purement intellectuel pour faire quelque chose d'un peu différent. Donc je me suis dit, voilà, je vais plutôt... on peut pas tout faire en même temps. Donc moi j'ai décidé de me concentrer sur le piano, mais j'espère un jour me mettre au japonais. Génial, absolument génial. Bon, merci beaucoup. Merci Luca pour cette invitation. On aurait pu parler pendant 2 heures à 2 heures de toute façon, ça fait un peu qu'on se rencontrait à Cracovie. On verra si on fera une autre vidéo. Ce ne sera pas la dernière, je pense. Ah, ben non, bien sûr que non. Un de ces 4. De toute façon, moi j'ai l'intention de déménager en Pologne, on verra. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver Donc tout simplement, si vous allez sur innerfrench.com, vous pourrez trouver le podcast, la chaîne YouTube, les cours, etc. Tout simplement. Easy. Alors, merci beaucoup encore une fois et on se voit bientôt ici sur YouTube. Merci Luca. Ciao. Ciao.